Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 46. Et nous allons découvrir une petite curiosité, ou redécouvrir une petite curiosité assez sympathique, autour de l'exercice suivant, montrer que toute matrice est semblable à sa transposée dans M de C. Alors cet exercice, ça fait partie d'une espèce de panoplie de petites questions qu'on pourrait se poser au fur et à mesure qu'on apprend le cours, en classe prépa, en faculté, ou pour des maths un peu poussées. Ça fait partie d'une espèce de panoplie de questions qu'on peut se poser en résolvant des exercices relativement basiques, proches du cours, en répondant à ces questions, positivement ou négativement, cela amène en général à une assimilation plus importante du cours, plus facile et plus importante. Donc notamment, la plupart des questions, si on arrive à y répondre négativement, elles amènent à des contre-exemples, et ces contre-exemples vont faire partie, mentalement, d'une espèce de bibliothèque à laquelle on va se référer à chaque fois qu'on va énoncer quelque chose et qu'on a un doute si ce qu'on énonce est vrai ou faux. C'est un peu le même genre d'idée. Mais il arrive qu'on se pose des questions assez intéressantes qui, a priori, pourraient avoir une réponse positive. Alors parfois on peut réussir à résoudre cette chose-là, ça nous donne un petit exercice et même une méthodologie pour résoudre un exercice. Mais il y a aussi des questions comme celle-ci qui peuvent amener à une réflexion un peu plus poussée et parfois on a un peu de mal à savoir vraiment si cette chose est vraie ou faux. Et le but ici de cet exo de colle, c'est de vous montrer, déjà d'affirmer que le résultat est vrai, et de vous le montrer avec des arguments qui, je l'espère, seront convaincants. Voilà. Alors je tiens à le préciser tout de suite, je ne vais pas utiliser des outils hors programme de la classe préparatoire, même si ce que je vais faire va être très proche de quelque chose qu'on peut voir en dehors de la prépa. Mais bon, voilà, le but de ces formats de vidéos d'exo de colle et petits exo de colle est essentiellement de vous proposer des résolutions d'exercices qui ne touchent qu'à, ou en tout cas qui essayent de ne toucher qu'à des notions qui sont au programme, ou alors permettre d'ouvrir un petit peu les champs des possibles et de vous parler un petit peu de choses qui sont un peu borderline, voire peut-être un peu à l'extérieur. Mais ici je ne vais pas le faire, je vais essayer de vous proposer une démonstration qui ne fait appel qu'à des notions proches du cours. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Si vous avez des idées, etc., c'est le moment. Alors, normalement, les idées qui peuvent vous venir à l'esprit, c'est de travailler avec des familles de matrices plutôt sympathiques. Donc par exemple, les matrices symétriques. Les matrices symétriques sont égales à elles-mêmes. Pas de problème, elles sont donc semblables à leur transposée. Ok. Il y a des cas de matrices aussi un petit peu moins faciles, les matrices hermitiennes. On pourrait se poser la question, est-ce que ça marche également? Alors, je vais vous proposer une petite famille, mais elle ne va pas forcément avoir... ce que je vais écrire là ne servira pas vraiment à la résolution globale de l'exercice, mais permet déjà d'avoir une grande famille de matrices pour lesquelles la propriété est vraie. Et donc la famille de matrices que je vais vous proposer, donc je vais travailler avec une matrice A dans Mn de C, et la supposition que je vais faire juste pour quelques lignes, c'est la supposition que A est diagonalisable. Alors n'hésitez pas à faire une petite pause pour voir en quoi l'hypothèse diagonalisable mène à une résolution qui va être très simple. Ok, eh bien, dire qu'une matrice est diagonalisable, c'est dire qu'elle est semblable à une matrice diagonale. Donc on sort son cours avec P inversible des diagonales. Bon, puis après on regarde ce qui se passe quand on transpose. Alors si je transpose, je me retrouve avec transposé de P moins 1 fois transposé de D fois transposé de P. Et ce qui se passe de plutôt cool à ce moment-là, c'est que d'une part, l'inversion et la transposition commutent. Donc autrement dit, je peux écrire que nous avons transposé de P le tout inversé. Et puis, la transposée d'une diagonale, c'est une diagonale. Donc je me retrouve avec juste D transposé de P. Et donc, D, je peux l'écrire en fonction de A à l'aide des matrices de passage P et P-1.
Et donc je vais me retrouver avec transposé de P moins 1 fois P moins 1 fois A fois P fois transposé de P. Et donc c'est gagné, si je pose Q, la matrice P fois transposé de P, ceci correspond à Q moins 1, et donc on a réussi à montrer que A est semblable à sa transposée. Ok. Alors avec cette idée-là, ce que vous pourriez avoir en tête, c'est de vous dire, potentiellement, hein, c'est de vous dire que en fait, l'ensemble des matrices diagonalisables dans C est dense dans l'ensemble des matrices à coefficients complexes. C'est l'objet d'un exode-call que je remettrai en référence en description, au besoin. Vous pourriez penser à ça et vous dire, ok, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une matrice quelconque, et puis je vais dire, j'ai une suite de matrices diagonalisables qui tend vers cette matrice quelconque, et ce que je vais essayer de montrer, c'est que via une espèce de continuité qui pourrait se faire derrière, essayer de montrer que la matrice A que j'aurais choisie, qui est peut-être pas diagonalisable au départ, serait semblable quand même à sa transposée. Alors, je ne suis pas certain que ce type de raisonnement fonctionnerait. Il faudrait vérifier quelques petits points de continuité, etc. etc. Je ne suis pas vraiment serein avec ce type de résolution. Mais il y a un autre truc qui me déplaît un peu plus, c'est qu'on ne voit pas vraiment en quoi est-ce que la matrice A est bien semblable, la matrice A elle-même est bien semblable à sa transposée. Pour les diagonalisables, ça va, hein, c'est un petit calcul, mais pour les matrices non diagonalisables, on jouerait avec le fait que c'est une approximation d'une matrice diagonalisable, enfin, qu'on peut approximer la matrice par une matrice diagonalisable, et donc comme la matrice diagonalisable est semblable à sa transposée, alors la matrice que j'ai au départ est semblable à sa transposée. Je trouve qu'un raisonnement comme ça, on ne voit pas vraiment clairement pourquoi une matrice quelconque serait bien semblable à sa transposée. Donc, d'une part, je ne suis pas très fan de cette résolution parce que déjà je ne suis pas très sûr que cette résolution aboutirait correctement. Et si elle aboutit, je trouve qu'on ne voit pas vraiment explicitement en quoi est-ce que la transposée d'une matrice A serait semblable à la matrice A. On ne voit pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt travailler maintenant avec des familles de matrices qui ne sont pas diagonalisables. Et donc on va essayer d'abord de se donner une famille plutôt sympathique, une famille de matrices qui n'est pas diagonalisable, qu'on manipule assez souvent, qui n'est pas trop méchante. Et donc le type de matrice que je vais vous proposer, ça va être de travailler avec des matrices nilpotentes. Donc à présent, je vais supposer que A est une matrice non nulle nilpotente. Et on va voir que petit à petit, étape par étape, on va parvenir à conclure que la matrice est bien semblable à sa transposée. Donc le côté diagonalisable ne va pas me servir pour la suite du raisonnement, d'accord? C'était juste une aparté, je vais même me permettre de l'effacer tout de suite, peut-être. C'était une aparté pour dire, vous auriez pu penser à ça, vous auriez pu penser à Hermitienne, qui implique diagonalisable dans C d'ailleurs, par le théorème spectral, vous auriez pu penser à pas mal de petites choses pour lesquelles c'est assez facile de voir ce qui se passe. Je pense que ici, le raisonnement que je vais vous proposer, c'est essentiellement de travailler d'abord avec des matrices nilpotentes, puis après avec des matrices qui ne sont pas très loin d'être des matrices nilpotentes, et puis enfin, on arrivera à conclure ce qu'il en est pour n'importe quelle matrice. Donc d'abord, on va travailler avec les matrices nilpotentes, donc j'ai dit, on va supposer A non nul, nilpotente. Ok. Alors, je pourrais potentiellement supposer nul, alors je veux dire A nilpotent. On est d'accord que de toute façon, si A est nul, c'est assez rapide à résoudre. Ok. Alors, je vais poser K, donc soit K, l'indice de nilpotence. Donc, l'indice de nilpotence de grand A. Alors, c'est quoi l'indice de nilpotence? C'est le minimum des entiers P non nuls, plutôt, tels que A puissance P est égal à 0. Alors, une remarque directe, cette valeur-là, elle est toujours inférieure ou égale à n, d'après Cayley-Hamilton. Car je rappelle que le polynôme caractéristique d'une nilpotente, c'est x puissance n, et que Cayley-Hamilton nous dit que le polynôme caractéristique est annulateur de la matrice A.
Ouais, donc n fait partie de cet ensemble-là, et comme on prend le minimum, bah, il va arriver que k est inférieur ou égal à n. Ok. Alors, là, ce que je vais me poser comme question, c'est quelles sont les classes de similitude d'une matrice nilpotente? En fait, c'est ça que je vais me poser comme question. Quelles sont les classes de similitude d'une matrice nilpotente? Et si j'arrive à répondre à cette question, eh bien, ça va être assez facile de voir pourquoi une matrice nilpotente est semblable à sa transposée. D'accord? Donc, je rappelle que le but ici, c'est de montrer que la matrice nilpotente A est semblable à sa transposée. Ok? Et pour cela, je propose de regarder vraiment la classe de similitude des matrices A. De la matrice A. Et je vais affirmer, alors je vais d'abord faire un cas de figure très simple, et après on va prouver quelque chose par récurrence. Alors je vais faire un cas de figure très simple, c'est le cas, bon, pas k égale 0, pas k égale 1, pardon. Si je prends k égale 1, on l'a déjà dit, c'est la matrice nulle, c'est pas la peine. Donc, je vais peut-être l'écrire, mais k égale 1, ça implique que a égale 0, et ok, hein, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. Et par contre, le cas qui va être un petit peu plus intéressant, mais qui restera relativement simple, c'est le cas où k égale n. Donc c'est-à-dire quelque part que la matrice A est de rang maximal. Ok. Alors je vais construire une famille qui va vous faire penser à quelque chose, hein, ça va vous donner peut-être une petite idée de ce qui risque de se produire. Je vais construire une famille qui va se trouver être une base. Et c'est une famille qu'on construit très très souvent quand on travaille avec des matrices nilpotentes. Ça va être la famille suivante à partir du moment où j'ai un vecteur tel que son image par la composée n-1 de f est non nulle. Donc bon, je sais déjà que donc oui, alors il va falloir que je pose l'endomorphisme, je parle d'un endomorphisme f, il va falloir que je le pose, donc je vais le poser, soit f, hein, l'endomorphisme de Rn associé, alors soit f, l'endomorphisme de Rn associé à la matrice A sur la base canonique. Ok. Alors, ce que j'affirme, c'est qu'il existe un vecteur U dans Rn, tel que f composé n-1 fois de U est différent de 0. Alors, ce que j'affirme, c'est que la famille, que je vais appeler B, composée de U, f de U, et ainsi de suite jusqu'à fn-1 de U, c'est une base de Rn. Ok, alors comment on prouve cette chose? C'est pas très dur, c'est quelque chose d'assez basique, hein, j'ai envie de dire. C'est un exercice classique, c'est ça que je voulais aussi dire. Eh bien, vous le faites par récurrence, hein, donc d'abord vous devez remarquer qu'il y a bien n vecteurs. Donc s'il y a n vecteurs et que je montre que la famille est libre, c'est une famille libre maximale, donc c'est une base. Reste à montrer que la famille est libre, et pour montrer qu'elle est libre, eh ben, je me donne une combinaison linéaire, donc alpha i f i de u, qui vaut 0, donc pour i allant de 0 à n-1, et tout ce qu'il me reste à faire, c'est composer suffisamment de fois par f pour pouvoir conclure que chacun des alpha i vaut 0. Et je vais le faire petit à petit, donc je peux composer par n-1 fois la fonction f, notre relation étoile, et si je fais ça, le seul terme qui va survivre c'est le premier, hein, alpha 0, donc alpha 0 fn-1 de u, et ça je dis que c'est vaut 0, hein, puisque l'image de 0 ça vaut toujours 0, et je sais que ce truc là est non nul, donc j'en déduis que alpha 0 égale 0. Puis ainsi de suite, hein, si je composais fn-2 fois la relation étoile, je me retrouverai avec alpha 1 fn-1 de u, et ça vaut 0, et encore une fois, je vais pouvoir conclure que alpha 1 vaut 0. Et donc ainsi de suite, hein, on conclura. Donc on conclura, je vais y arriver, hein. Donc on conclura que les alpha i sont tous nuls. Et donc c'est gagné, on a bien une base. Donc très bien. Donc voilà.
voilà, donc ça c'était pour montrer que ça c'est une base, et maintenant que j'ai une base, bah, je peux donner la matrice associée à cette base. Voilà, donc si je regarde notamment la matrice de F sur cette base, eh bien cette matrice-là, elle va être assez gentille, et je vais obtenir la chose suivante. Donc l'image de U, c'est F de U, j'obtiens 0, 1, 0, blablabla, 0. L'étape d'après, j'ai 0, 0. L'image de F de U, c'est F 2 fois de U. Donc 1, 0, et après que des 0. Et ainsi de suite, hein, je vais me retrouver donc avec une sous-diagonale de 1, la diagonale de 0, et tout le reste vaut 0. Voilà la matrice que j'obtiens. Ok. Et donc, bah, la transposée de cette matrice-là, elle n'est pas très dure, hein, il suffit de mettre les 1 sur la surdiagonale, enfin, au niveau de la surdiagonale. Et pour cela, bah, en fait, il suffit de faire un petit changement de base par rapport à celle que j'ai donnée ici. Si je donne la base C, qu'on obtient en inversant tous les termes de la base ici, c'est-à-dire que je commence par Fn-1 de U, et je termine par F de U puis U, et bien la matrice C sur la base C de F, et bien ça va être la même matrice, sauf que cette fois-ci, les 1 sont sur la surdiagonale. Et donc c'est la transposée, hein, c'est bien la transposée de la matrice sur la base B. Ah, cool. Et donc, bah, maintenant on s'attend, hein, je vais terminer le raisonnement que je suis en train de faire pour K égale N. Donc là, je suis parvenu à montrer quoi? Je suis parvenu à montrer, donc si je me permets d'appeler J la matrice que j'ai ici, je viens de réussir à montrer que ma matrice, elle est à la fois semblable à J, mais aussi semblable à J-1, à transposé de J, pardon. Pas J-1, transposé de J. Je viens de montrer ça. Alors maintenant, si je transpose les égalités, transposé de A, c'est la même chose que transposé de P, je me permets de l'écrire comme ça directement, moins 1 fois transposé de J fois transposé de P. Mais transposé de J, je peux le réécrire en fonction de A, grâce à Q et Q-1. Donc ça va me donner transposé de P moins 1, Q moins 1, oui c'est ça, fois A, fois Q, fois transposé de P. Et donc c'est gagné, ça serait une matrice R. Et cette matrice R, là ici j'ai la matrice R moins 1, et donc j'ai bien conclu que A est semblable à sa transposée. Voilà, donc si ici la matrice nilpotente est d'indice maximal, je conclus encore une fois qu'on a bien ce qu'on veut. Bon, très bien. Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on a un indice quelconque? Enfin, une indice. Si on a un indice quelconque. Je vais effacer un tout petit peu. Et je vais affirmer la chose suivante. Proposition. J'affirme que A est semblable à une matrice de la forme. Donc à une matrice de la forme, eh bien on va avoir une matrice par bloc. Donc une matrice par bloc, disons, je vais l'appeler J. Alors là, il va falloir choisir les indices. Donc là, je vais dire peut-être J. Donc ici, je vais l'appeler J parenthèse N en indice. Et là, j'aurai J parenthèse N1, J parenthèse N2, jusqu'à J parenthèse N. Après, je ne sais pas combien de fois, donc je vais peut-être mettre NS. Voilà. Donc avec J parenthèse N, c'est le type de matrice que j'ai écrit avec les 1 en bas. Hein, donc on a des 1 comme ça, des 0 en haut, en diagonale, pardon. Hop, voilà, et puis des 0 ailleurs. Donc JN, enfin J, je ne devrais pas dire N, JT, voilà.
Donc JT, c'est la matrice de taille T de cette forme. Et on a que les NI, la somme des NI vaut grand N, est égale à N. Okay. Alors oui, j'ai oublié de dire un truc, si N égale 1, donc si T égale 1, J1 c'est la matrice nulle, hein. C'est la matrice de dimension 1, 1 nulle, je vais le préciser quand même. Donc on a ça, avec les NI, la somme des NI vaut N, et de plus les NI sont tous inférieurs ou égal à l'indice de nilpotence qui est ici K. Après tout, après l'indice K, ouais bon après ça m'importe pas forcément de savoir ça. Je veux juste savoir ça. Après bon inférieur ou égal à K c'est peut-être pas obligatoire. Très bien. Donc j'affirme que ma matrice, la matrice nilpotente que j'ai sous la main, la matrice A, est semblable à une matrice bloc, diagonale par bloc de cette forme. Alors comment on prouve ça? Eh bien on va prouver ça par récurrence. Je vous propose une récurrence. N'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de voir comment on peut prouver par récurrence ce résultat. Avant que je dise quoi que ce soit. Ok, alors, j'ai donc preuve. Donc la preuve. Je vais le faire par récurrence. Donc évidemment, je sais déjà pour k égale 1 qu'il n'y a aucun problème. La matrice A est nulle. Donc voilà, les NI qui seraient en jeu sont tous égales à 1. Et voilà quoi. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis en train juste de me dire, est-ce que N c'était un bon choix? Peut-être pas. Je vais peut-être l'appeler M. On va y arriver. Hein. Je vais l'appeler M. Ok. Donc tous les NI valent tous 1, donc il n'y a aucun problème pour k égale 1. Ok. Alors maintenant, hypothèse de récurrence. Hein. Supposons la propriété vraie pour k et montrons qu'elle est vraie pour k plus 1. Ok, alors si je veux parvenir à ce résultat, j'aimerais bien utiliser l'hypothèse de récurrence. Hein. Donc, là, je suppose que A a un indice égal à k plus 1. Ok, donc, hop. A est d'indice k plus 1. Ok. Alors, ce que je peux faire dans un premier temps, c'est retraduire cette application, cette matrice en application linéaire. Donc soit f, comme tout à l'heure, l'endomorphisme, de Rn associé à A sur la base canonique. Ok? Alors, ce qui est intéressant, c'est que f, si je veux essayer d'utiliser l'hypothèse de récurrence, ce que je peux faire, c'est regarder ce qui se passe quand j'applique déjà une fois f. Donc, je sais que f qui est un endomorphisme, hein, donc f qui va de Rn vers Rn, qui est une hypotente, hein, induit un endomorphisme f qui va aller de f de Rn vers f de Rn. Alors si on veut, on peut l'appeler f tilde, mais à savoir que f tilde de n'importe quel x ici, donc c'est f de x en fait. D'accord? Bon. Donc induit un endomorphisme f tilde défini sur les images de Rn par f. Et cet endomorphisme est un endomorphisme nilpotent d'indice K. F tilde est nilpotent d'indice K.
Alors qu'est-ce que ça implique? Là j'applique l'hypothèse de récurrence, et l'hypothèse de récurrence me dit que sur f de Rn, je peux donc construire une matrice. Hop, je vais faire ça, je vais faire ça un petit peu. Donc par hypothèse de récurrence, il existe, je vais l'écrire comme ça. Donc c'est en fait la traduction de l'écriture matricielle que j'ai écrit maintenant. Il existe une base de la forme, donc de la forme comme je l'avais énoncé juste avant, donc c'est-à-dire qu'on va avoir V1, F de V1, jusqu'à Fm1 moins 1 de V1. Donc ça c'est ce qui correspond à prendre la matrice JM1. V2, F de V2, jusqu'à Fm2 moins 1 de V2. Et ça c'est JM2. Et ainsi de suite jusqu'au dernier, VS, F de VS, jusqu'à Fms-1 de VS. Donc il existe une base de la forme suivante, qui va donc donner une matrice de la forme voulue. C'est l'hypothèse de récurrence. Donc si je vois cette application comme un endomorphisme nilpotent d'indice K, j'applique sur la matrice associée le résultat, et en appliquant sur la matrice associée le résultat, je conclus. Ok, et donc à savoir que tout ça, la somme des ms ne fait pas forcément n, mais fait la dimension de f de Rn. D'accord? Donc avec, je vais peut-être le préciser, la somme des mi qui est égale à la dimension. Donc c'est la dimension de f de Rn. Ok. Donc c'est la dimension de l'image en fait. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que chacun, là j'ai pris des vecteurs qui appartiennent à f de Rn. Donc, chacun des VI notamment, je peux les écrire comme étant des images d'un certain WI. Rien ne m'empêche de faire ça. Donc je peux très bien dire, alors, pour chaque VI, il existe un WI dans Rn, tel que VI est égal à F de WI, oui c'est ça, donc F de WI, voilà c'est ça. Donc là je suis en train d'utiliser le fait que je travaille dans l'image de F en fait, F de Rn c'est l'image de F. Ok, donc j'ai ça, très bien, ça je suis plutôt content. Et puis il me reste quand même quelques termes dans cette affaire-là, il peut y avoir des termes qui me manquent par rapport à la dimension du noyau. D'accord? Donc là il y a des nouveaux termes qui vont s'ajouter dans ma famille, donc la famille maintenant que je veux considérer, ça c'était une base de f de Rn, d'accord? Je sais pas, je vais l'appeler B pour l'instant. Là je vais construire une base un tout petit peu plus grande, où je vais cette fois-ci commencer avec W1, f de W1, c'est ça, f de W1 jusqu'à f de ms, puisque je me retrouve à composer une fois de plus par f, de W1, pas ms, M1, pardon, c'est M1. Voilà, ainsi de suite. Et puis le dernier c'est VS, donc ça va faire WS jusqu'à FMS de WS. Ok, donc là j'ai ça, mais ça je suis pas sûr encore que c'est une base. Je suis pas encore sûr que ce soit une base, parce que bon, ok, j'ai ajouté des nouveaux vecteurs grâce au fait que j'ai des antécédents. Je sais que pour chacun des vecteurs VI, j'ai des antécédents. Alors, le fait que ça va former une base, ça va s'induire du fait que ça va former une famille libre, pardon. Le fait que ça va former une famille libre, ça va s'induire du fait que ça forme une base. Quand ça s'induit assez directement, et la preuve est assez similaire à ce qui s'est passé quand je l'ai fait pour k égale n. Globalement, la preuve est un peu du même ordre. Il faut juste appliquer une fois f,
se rend compte qu'on ramène à une famille libre, hein, et on va avoir plein d'alpha qui vont valoir 0. Et après, il resterait à regarder que ces premiers termes-là, ces derniers termes, f, m1, moins 1 de v1, etc. Et ça marche aussi. Okay, donc si on veut prouver que c'est une famille libre, c'est pas très difficile. Mais rien ne nous dit que ça, c'est une base. Okay, et donc là, pour confirmer que nous avons affaire à une base, donc pour confirmer que nous avons affaire à une base, ce qu'il suffit de dire, c'est qu'il nous faut ajouter des vecteurs qui appartiennent au noyau. D'accord? Donc ce qu'on va faire, donc là ça c'est une famille libre, ok, mais on n'est pas sûr qu'elle est maximale. Mais on n'est pas sûr de la maximalité. Donc on n'est pas sûr de la maximalité. Et comment on fait pour s'en sortir sur la maximalité? Ce qu'on fait, c'est la chose suivante. C'est qu'on va rajouter des W. On ajoute alors WS plus 1 jusqu'à W, ça peut amener jusqu'à un dernier W, il faut des lettres, disons WR, tel que les WS plus 1 jusqu'à WR forment une base. Forme une famille libre. Non, ouais, tel que, je vais essayer d'être propre, donc je vais faire mieux que ce que je vais dire là. Donc là, ce qui pourrait, si je dis pas de bêtises. Ok, donc, faut bien comprendre que ça c'est JM1. Donc si c'est JM1, ça veut dire que ces choses-là appartiennent au noyau de F. D'accord? Les derniers vecteurs qui appartiennent ici sont des vecteurs qui sont dans le noyau de F. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux que la famille formée par Fm1 de W1 jusqu'à Fms de WS, puis ensuite WS plus 1 jusqu'à WR, forme une base de ker de F. Je veux que ces choses-là forment une base de ker de F. Donc je ne l'ai pas dit explicitement, c'est vrai, mais sur la forme de la matrice, ça devait se voir. L'image du dernier vecteur à chaque fois, à chaque suite de composition de F, l'image du dernier vecteur, c'est 0. Donc ça veut dire que chaque dernier vecteur à la suite de chaque composition vaut 0. Ok? Bon, je ne l'ai pas dit, mais je le dis là, comme ça c'est clair. Et donc on comprend mieux pourquoi j'ai besoin de vérifier que cette famille-là forme une base de ker F. Donc je pourrais très bien avoir des vecteurs qui sont dans ker F, mais il me manque d'autres vecteurs peut-être, potentiellement, hein, parce que ça c'est une famille libre, d'accord, mais il me manque potentiellement d'autres vecteurs qui peuvent appartenir à ker F. Sachant que les autres vecteurs, je suis sûr qu'ils n'appartiennent pas à ker F, puisqu'ils ne sont pas envoyés vers 0. Ok. Donc si je complète comme ça, et bien maintenant la famille que j'obtiens D, qui serait formée donc de W1 jusqu'à Fm1 de W1 jusqu'à WS Fms WS et enfin WS plus 1 jusqu'à WR. Voilà, et bien cette famille-là, ça forme une famille libre. Enfin, forme une base. C'est même une base maintenant. Forme une base. Donc, forme une base de Rn. Donc là, en ayant ajouté ces WI, je ne suis pas encore certain que j'ai obtenu une famille libre et je la complète de manière pas trop bête. Parce que maintenant que j'ai cette base-là, je vais pouvoir écrire la matrice à quoi ça va ressembler. Et la matrice, elle va ressembler de la même, un peu de la même, va avoir le même genre de matrice. Hein, on va avoir le même genre de matrice. Je vais juste écrire la forme de la matrice qu'on obtient. Et ainsi, la matrice qu'on obtient, donc mat, voilà,
mat D de F, et bien ça va être une matrice qui va ressembler à un truc comme ça. Je vais avoir, là on va avoir jusqu'à JM1 plus 1, donc JM1 plus 1. Ensuite, jusqu'à JMS plus 1. Et puis après, bah, on n'a que des J0, hein, donc on va avoir J0 jusqu'à J0 dernier. Okay, donc, et ce, en un bloc ici de taille, on va pas se planter, R moins S plus 1, je pense. Moins S plus 1 comme ça. Est-ce que je dis une bêtise? Combien... Alors, c'est toujours la même affaire. Combien y a-t-il de termes? Donc, 2... Si je prends S égale 2 et R égale 4, je vais doubler, ça fait 3. Oui, alors du coup, il n'y a que 2 termes. Donc ça va être R moins S. Bon, bref. Hop, R moins S. Ok, très bien. Ouf! Donc voilà, et bon, bah, on peut vérifier que la somme des dimensions correspond bien à donc la somme. Donc si vous faites, ça c'est les nouveaux MI. Donc bah, si vous faites M1 plus 1 plus M2 plus 1 plus blablabla plus MS plus 1 plus R moins S, et bien on doit obtenir M. Parce qu'on a tout fait pour. Voilà pour ce qu'il en est de ce résultat. Alors maintenant qu'on a ce résultat, bah, ça va être très simple de montrer que une matrice nilpotente est bien semblable à sa transposée. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'échanger l'ordre, donc d'échanger l'ordre des compositions qui apparaissent à chaque suite de compositions. Donc là, c'est la matrice D, d'accord, très bien. Et ce que j'affirme, donc là maintenant j'ai effacé, ça c'est bon pour la récurrence, et maintenant ce que j'affirme, c'est que si je prends la matrice D' en disant, bah, je vais faire Fm1 de W1 jusqu'à WA, et puis je recommence avec les autres W jusqu'à WS, donc je fais FMS, WS jusqu'à F de... Oups, F. Jusqu'à WS, et puis le reste je le laisse tranquille, S plus 1, WR. Si je prends cette base-là, si je me permets d'appeler cette matrice-là N, eh bien, la matrice dans la base D' de F, c'est pas très dur de s'en persuader, eh bien ça va être égal à la transposée de N. Puisqu'en fait, ça va être égal à la transposée, donc en faisant ce switch-là, donc cette permutation, si on veut, dans un certain sens, de ces éléments de la base, en faisant cette permutation-là, ce qui se passe, c'est que chaque élément qui se trouvait sous la diagonale, les 1 qui se trouvait sous la diagonale, va se retrouver au-dessus de la diagonale. Donc autrement dit, la matrice que je vais obtenir, ça va être celle où je transpose toutes les J qui sont présents. Évidemment, transposer des J0 ici, bah, c'est ça. Enfin, J1, pardon, c'est des J1. Pourquoi j'ai mis 0 c'est des J1. Je ne sais plus si j'avais mis J0 égale 0, mais c'était J1 qui valait 0. Donc, bon voilà, en faisant les transpositions partout, ben, on retrouve ce qu'il faut. Okay. Et donc, je l'ai eu en faisant un changement de base. Donc, si je l'ai eu en faisant un changement de base, j'ai réussi à montrer que A est à la fois semblable à cette matrice bloc, mais aussi à la transposée de cette matrice bloc. Voilà, alors maintenant, je vais conclure. Un peu de la même manière que ce que j'ai conclu dans ce qui suivait. Alors je vais rester avec la notation grand N pour la matrice bloc comme ça. Ok. Donc, je sais que A est semblable à la matrice N. Donc là, après, c'est le même raisonnement, mais aussi semblable à la transposée de N. Et donc, bah, si je transpose tout le monde, j'ai donc transposé de P inverse fois transposé de N fois transposé de P, mais transposé de M, je peux utiliser, ça c'est Q, je peux utiliser ce qu'il y a là pour conclure que c'est transposé de P moins 1, Q moins 1, A, Q, transposé de P. Voilà. Et donc c'est gagné. Donc toute matrice nilpotente, toute matrice nilpotente est semblable
à sa transposée. Bon bah j'affirme qu'on a fait le plus gros du boulot. Alors on va faire juste un entre-deux, mais on a fait le plus gros du boulot. Hop. On a vraiment fait le plus gros du boulot. Alors je suis en train d'effacer ce résultat, mais ce résultat-là, j'en avais parlé lors des points recherche, puisque dans les points recherche, j'ai pu parler des formes particulières de matrices nilpotentes, et notamment j'avais parlé de forme de Jordan, et donc sans le dire, on était en train de faire une décomposition en blocs de Jordan. Et je ne vais pas avoir besoin du résultat total sur les blocs de Jordan, je n'ai pas besoin de ça. Et donc je spoil en effet, je viens de spoiler en effet l'idée générale de la résolution de ce problème, c'est passé normalement par la décomposition de Jordan. Et si j'avais fait la décomposition de Jordan, on aurait peut-être plus rapidement obtenu le résultat directement. Là je le fais étape par étape, mais j'aurais pu aller beaucoup plus direct en utilisant la décomposition de Jordan. Sauf que la décomposition de Jordan, c'est pas quelque chose qui est au programme. Donc c'est pas quelque chose qui est au programme de la classe préparatoire. Donc c'est pour ça que je suis passé à travers, en fait, la décomposition de Jordan des matrices nilpotentes. Donc voilà. Et c'est quelque chose dont j'ai parlé aussi en point recherche, etc. Donc ça, je pourrais peut-être mettre la référence là-dessus aussi, en commentaire. Bref, maintenant, ce que je veux supposer, c'est que je veux supposer que A s'écrit. C'est une matrice triangulaire avec que des lambdas dans la diagonale. Donc ça, c'est une matrice triangulaire. Je veux maintenant supposer que ma matrice A est de cette forme-là. Et je veux montrer que A est encore une fois semblable à sa transposée. Bon, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en écrivant une matrice comme ça, donc si vous voulez, vous pouvez faire pause vite fait avant que je le dise. Ok. Donc, c'est qu'en fait, c'est égal à lambda identité plus une nilpotente. Avoir une matrice triangulaire supérieure stricte, c'est avoir une matrice nilpotente. D'accord? Donc là, en fait, je m'en trouve avec ça. Et donc, je sais déjà que N est semblable à sa transposée. D'accord? Donc, je sais déjà que N est égal à P transposé de N fois P moins 1. Je sais déjà ça. Bon, très bien. Alors, si je fais transposé de A, qu'est-ce que j'obtiens? Transposé de A, c'est lambda fois identité. Transposé d'identité, ça ne change rien. Plus transposé de N. Ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je fais P fois transposé de A fois P moins 1? Et c'est magnifique, si je puis dire. On se retrouve donc, puisque P fois P moins 1, ça va donner l'identité, et ici je vais me retrouver avec P fois transposé de N fois P moins 1, qui va me donner N, lambda identité plus N, et c'est terminé, j'ai obtenu A. Donc voilà, donc là je viens de montrer que si j'ai une matrice triangulaire supérieure de cette forme, avec que des lambda dans la diagonale, je conclus que ma matrice est semblable à la matrice transposée. Bon, maintenant je affirme que je peux conclure dans n'importe quel cas. Maintenant que j'ai réglé tout ça, soit maintenant A dans Mn de C quelconque. Et on va faire appel à un résultat qu'on a déjà utilisé lors d'un autre exo de colle. Et un raisonnement plus ou moins... il y a 2-3 choses en tout cas liées à un raisonnement qu'on avait un peu déjà fait lors d'un autre exo de colle, que vous allez reconnaître peut-être. L'idée ici, c'est que je veux utiliser le lemme des noyaux. D'accord? Donc le lemme des noyaux, je sais par le théorème déjà théorème de Cayley, pas de Cayley, pardon, c'est pas venu, je veux pas faire Cayley à Newton tout de suite. Je vais utiliser d'abord le théorème d'Alembert-Gauss. Le théorème d'Alembert-Gauss qui dit que n'importe quel polynôme à coefficient complexe est scindé, donc notamment le polynôme caractéristique, on peut s'écrire comme produit des x moins lambda i puissance, je vais me permettre de mettre mi. Donc voilà, i allant de 1 à s. Et bien ce polynôme il est scindé, à valeur, et les valeurs ici en jeu sont des valeurs complexes. Et si j'utilise maintenant le lemme des noyaux,
j'avais pas osé l'affirmer la dernière fois, bon cette fois-ci j'affirme qu'en fait je suis en train d'utiliser le lemme des noyaux. Bah, le lemme des noyaux va me permettre de dire, puisque je sais que par Keller-Hamilton, encore une fois, je devrais dire Keller-Hamilton avant, je savais que je devais le dire quelque part, mais il faut que je le dise à un moment. Donc Keller-Hamilton je rappelle encore, je l'ai déjà dit, que qui A est donc annulateur de la matrice A. Et le lemme des noyaux me dit la chose suivante, que donc Rn, si je vois A comme un endomorphisme nilpotent, pardon, pas nilpotent, si je vois A comme un endomorphisme F, d'accord, eh bien je peux écrire que Rn, ça va être une somme directe sur I allant de A à S, des noyaux, donc de F moins lambda I identité, puissance MI, et voilà. Ok, c'est une somme directe, voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans chacun des sous-espaces que je viens de considérer, les sous-espaces en question sont stables par F. Donc sont stables par A, si on veut. Donc, stable par F. Donc je rappelle que F, on va peut-être l'écrire ici, F est lambda associé à A. Ok, donc on a ça, très bien. Et puis, bon, maintenant que je sais que c'est stable par F, etc., et ben j'affirme que ma matrice A est alors semblable à une matrice de la forme suivante. P-1. Des matrices blocs de la forme, et ben je vais avoir des lambda 1 dans la diagonale, et ici, une étoile, d'accord? Donc c'est une matrice triangulaire, hein, c'est des matrices blocs triangulaires. Hop, ici pareil, j'ai lambda 2, étoile, et ainsi de suite, jusqu'au dernier. Moi j'écris juste lambda S, on se sera compris. Donc je me retrouve avec ça et il n'y a que des zéros ailleurs. Ok? Donc ça c'est grâce au lemme des noyaux, à la décomposition via la lemme des noyaux, etc. Et donc bah, chacune des matrices blocs qui apparaissent ici sont semblables à leur transposé. D'après ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc, or, chacune des matrices blocs, je vais écrire, or, chacune des matrices blocs sont semblables, donc sont semblables à leur transposé. Ok, alors bon bah s'ils sont semblables à leur transposé, bah maintenant je peux jouer exactement comme je l'ai fait pour les nilpotentes, exactement, enfin pas exactement comme je l'ai fait pour les diagonalisables. En fait c'est vrai que j'avais utilisé plus ou moins le même genre d'argument. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la transposée de A, donc la transposée de A ça va faire transposer, alors la transposée je vais la rentrer, donc transposée de P moins 1 fois la matrice bloc, alors je vais me permettre de simplifier en mettant lambda 1 comme ça, lambda 2, lambda S, fois transposé de P, et j'ai des transposés partout, hein, donc transposé, mais je sais que chacune des matrices blocs est semblable à leur transposé, donc je peux écrire que c'est transposé de P moins 1 fois, et là je peux écrire Q1, Q1, le bloc lambda, Q1 moins 1, le bloc lambda 1, voilà. Donc là, on a un bloc. Ensuite, on a le second bloc Q2, bloc lambda 2, Q2 moins 1, et ainsi de suite jusqu'à QS, lambda S, le bloc lambda S et QS moins 1. Il faut s'accrocher, fois transposé de P. Or, ce produit-là en bloc, bah, je peux le réécrire d'une autre manière. Je peux le réécrire comme transposé de P
moins 1 fois la matrice diagonale par bloc Q1, Q2 jusqu'à QS, fois la matrice bloc lambda 1, lambda, donc lambda 1, lambda S, fois les Q1 inverses, donc Q1 inverse jusqu'à QS inverse en bloc, fois transposé de P. Et là maintenant que je suis retourné à cette idée de bloc comme ici, j'ai plus qu'à mettre le P de l'autre côté et j'ai gagné. Donc j'en déduis que ça c'est égal à transposé de P moins 1 fois la matrice bloc Q1 jusqu'à QS fois, donc on a dit quoi, fois P moins 1, voilà, fois P moins 1 fois la matrice A fois P fois ce bloc Q1-1 jusqu'à QS-1 fois transposé de P. Et donc encore une fois, si j'utilise une matrice, donc si je note grand R, par exemple, toute cette composée-là, ou grand R, toute cette composée-là, je trouve R-1 de l'autre côté. Donc disons là, si je note grand R ici, je trouve grand R-1 ici. Et donc c'est gagné, je viens de montrer que la transposée de A est semblable à la matrice A. Ouf. Bon, c'était un rude exercice, donc c'est pour ça que je le propose en exo de colle, c'était un rude exercice qui fait appel à pas mal de notions quand même, et qui n'est pas si simple. Vous voyez en tout cas à quel point c'était pas vraiment très simple. Alors oui, tout ce que j'ai fait derrière, je l'ai spoilé un peu, c'est en fait de la jordanisation de matrice. Donc j'ai fait une décomposition en bloc de Jordan de la matrice, sans aller jusqu'au bout de la décomposition en bloc de Jordan. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, je n'avais pas besoin d'aller jusqu'au bout pour obtenir le résultat que je voulais. Mais si je connais le résultat de décomposition de Jordan, donc si je connais le résultat de décomposition de Jordan, j'aurais pu aller beaucoup plus vite, puisque j'aurais pu directement balancer le résultat en disant, voilà, les matrices sont semblables à des matrices de cette forme, avec des lambda qui changent dans chacune des diagonales, et des 1 qui sont placés en sur-diagonale ou en sous-diagonale, suivant comme vous voulez voir les blocs de Jordan, et puis après, il suffirait de jouer avec la transposition, un peu comme je l'ai fait pour les matrices nilpotentes de rang maximal. Voilà. Donc vraiment, ça serait allé beaucoup plus vite que ce que j'ai fait là. Ici, ce que j'ai fait, c'est essentiellement que j'ai reprouvé certains points liés à la décomposition de Jordan, mais je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'au bout. Donc je ne suis pas allé jusqu'au bout. Voilà, et on voit à quel point quand même pas mal d'outils ont été utiles pour montrer ce résultat qui finalement vient pourtant d'une question qui est un peu bébête à se poser, à savoir est-ce qu'une matrice est semblable à sa transposée. C'est une question pourtant un peu naïve si je puis dire, mais voilà, ça amène à un exercice quand même qui est quand même assez complet je trouve, et je voulais vous le partager. Alors une autre question, je voudrais juste en discuter un petit peu, une autre question qu'on aurait pu se poser, je ne sais pas si vous avez eu l'idée à la suite de cet énoncé d'exercice, et à la suite de quelques petites choses dont j'ai parlé, une question qu'on pourrait se poser c'est, est-ce qu'une matrice est semblable à son inverse? Ah, et voilà, et donc là encore une fois c'est une autre question, une question encore pas très simple non plus. C'est pas une question facile non plus. Alors, je vais vous donner deux parties de réponse si vous voulez. Je vais pas proposer un exo de colle autour de ça, parce que bon là je vais pas lancer la résolution de ça, c'est quelque chose qui est pas facile, qui est assez long à expliquer, et en plus de ça fait appel à des notions qui sont pas trop... En tout cas, je connais une résolution qui fait appel à des notions qui sont pas trop au programme de prépa, mais je vais en parler un petit peu pour les curieux. Bon, alors la réponse, est-ce que, donc en toute généralité, si je vous donne une matrice, est-ce qu'elle est semblable à une matrice inverse? En général, non. C'est un peu, voilà, mais en général, non. Et pour vous en convaincre, il suffit de vous donner un petit exemple. Donc je vais écrire la question, est-ce que une matrice est semblable, une matrice inversible, bien sûr, est semblable à son inverse. Voilà. Alors la question est la suivante et la réponse est non.
Et je vous donne un exemple très simple. Si je prends la matrice diagonale, juste la matrice diagonale, si je prends la matrice diagonale 2, 2, 1, je pense que ça suffirait amplement. Si je prends la matrice 2, 1, diagonale comme ceci, et bien quand je regarde son inverse, ça va être 1 demi et 1. Et si les deux matrices étaient semblables, alors ça voudrait dire qu'elles ont les mêmes valeurs propres. Donc, si D était semblable à D-1, cela impliquerait qu'en particulier, elles ont les mêmes valeurs propres. Et D-1 ont les mêmes valeurs propres. Et donc ça amène à une contradiction, donc, puisque vous voyez bien qu'il y a la valeur propre 2 qui apparaît en haut, et 1 demi de l'autre côté, et donc bah, ça ne marche pas. Okay. Par contre, si j'avais mis 2 et 1 demi, 2 et 1 demi, la diagonale 2 et 1 demi est semblable à la matrice inverse, qui est 1 demi 2. Donc là, par contre, si j'avais mis 2, 1 demi et 1 demi 2, là ça aurait pu marcher. Okay, donc on a une similitude. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est, bon ok, toutes les matrices ne sont pas semblables à leur inverse. Mais est-ce qu'il y aurait une condition particulière pour savoir si une matrice est semblable à son inverse? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Donc la deuxième question que je pose, c'est y a-t-il, enfin je vais mettre un S, et où sont là où les conditions pour que A soit semblable à A-1. Et la réponse, ça tient à un théorème. Donc c'est un théorème qui peut se prouver quand on a suffisamment d'outils, mais c'est pas là pour la prépa, c'est pas possible. Mais ou alors il faudrait faire des exercices encore pour introduire les autres notions, mais peut-être que j'en ferai des exercices qui introduiront les notions dont je vais parler dans un instant, mais bon, je pense pas que j'irai jusqu'à vous amener à trouver ce résultat. Je veux juste la mentionner pour ceux qui seraient intéressés. Donc c'est un théorème qui porte un nom assez rigolo, hein, pour ceux qui s'y connaissent en tennis. Il porte le nom de Djokovic. Alors je sais plus si c'est CK ou je pense que ça doit être juste K, hein. Donc vraiment comme le tennisman, de 1965, donc ça confirme que c'est pas le tennisman en question. Bon enfin bref, peut-être que c'est de la même famille, j'en sais strictement rien, j'ai pas vérifié du tout. Mais bref, ce théorème qui nous dit que donc A est semblable à A-1 si et seulement si A est égal à B fois C avec B carré égale C carré égale 1. Autrement dit, une matrice est semblable à son inverse si et seulement si c'est le produit de deux involutions. Donc deux involutions qui sont donc B2 et C2. Ok ? Et alors comment prouver ce résultat-là? Bon, il y a un sens qui est assez évident. En fait, on peut montrer facilement le sens indirect. Le sens indirect est assez gratuit. Donc limite, vous pouvez le faire vous-même. C'est assez gratuit. Par contre, l'autre sens, c'est là où il y a pas mal de difficultés. Et la difficulté la plus forte est de faire appel à une autre décomposition. Alors, là, je vous ai parlé très rapidement et sans rentrer vraiment dans les détails, même si pourtant j'étais plus ou moins pas loin de le faire. Je vous ai parlé de la décomposition de Jordan. Il existe un autre type de décomposition relativement classique également sur les matrices. Et cette décomposition, c'est celle qui s'appelle la décomposition de Frobenius. Une décomposition de Frobenius. Frobenius. Alors c'est quoi la décomposition de Frobenius? Alors la décomposition de Frobenius, c'est en fait chercher une classe de similitude d'une matrice. Et les classes de similitude d'une matrice pourraient s'écrire à l'aide de matrices compagnons. Alors il faut que je rappelle ce que c'est la matrice compagnon. Et c'est des matrices compagnons qui vont être associées à des polynômes. Donc si je note P
un polynôme qui s'écrit par exemple, donc des polynômes unitaires, xn, est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessairement unitaire. Donc xn égale, enfin, p égale xn plus a, an-1, xn-1 jusqu'à a0. Donc si j'ai un polynôme unitaire comme ça, je peux lui associer la matrice compagnon, qui serait la matrice suivante. Je fais, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une espèce de application cyclique. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on appelle les endomorphismes cycliques. Il va y avoir une espèce d'application cyclique, un peu dans le même genre d'idée que la base que j'ai construite pour les endomorphismes nilpotents. C'est-à-dire, j'ai un vecteur U, et puis j'applique F, ça me donne le deuxième membre de la famille, je réapplique F, et à un moment donné, il y a la relation liée au polynôme qui intervient. Donc, je vais avoir une matrice compagnon qui va être un peu de... Donc, une matrice compagnon, c'est une matrice de la forme suivante. Donc, j'ai des 1 dans la sous-diagonale, des 0 ailleurs, sauf sur la dernière ligne. Et la dernière ligne, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir... Alors, c'est juste qu'il ne faut pas que je me plante dans quel sens, mais si je dis pas de bêtises... Ouais, si je dis pas de bêtises, j'ai moins AN-1, moins AN, moins 2, jusqu'à moins A0. Voilà. Ok, donc voilà, donc la matrice compagnon, donc une matrice compagnon, si j'oublie le polynôme, une matrice compagnon, c'est ça. J'affirme qu'en fait, une matrice compagnon, je peux l'associer à son polynôme. Et en fait, pour faire le sens inverse, c'est assez rigolo, il faut calculer le polynôme caractéristique. Donc, c'est-à-dire que le polynôme caractéristique de la matrice compagnon, c'est en fait le polynôme. C'est assez rigolo comme truc. Et ça, je vous laisse le plaisir d'essayer de le faire. Probablement que j'en parlerai peut-être lors d'un petit exo de code. Ça, je pense que c'est un classique. Mais voilà, donc il y a un lien avec les matrices compagnons, et donc le lien, l'espèce de bijection qu'on peut faire entre les matrices compagnons et les polynômes, c'est cette bijection-là. Ok. Donc, voilà, et en fait, il se trouve que n'importe quelle, donc la décomposition de Frobenius, décomposition de Frobenius, nous dit la chose suivante, que n'importe quelle matrice est semblable à une matrice qui s'écrit sous la forme bloc, avec que des matrices compagnons associées à des polynômes, P1, CP2, jusqu'à CP, je pense CPS, disons. Donc ça va être une matrice bloc formée que de matrices compagnons, associées à des polynômes, et ces polynômes-là vont avoir la bonne propriété de se diviser les uns les autres. Donc c'est-à-dire que PS divise PS-1, divise, etc., divise P1. De souvenir, il est possible qu'il y ait d'autres hypothèses en plus de cette écriture-là, mais essentiellement, je pense que c'est là le plus important. L'écriture de ces décompositions de Frobenius se fait comme ça. Et, alors qu'est-ce que j'allais dire? Un truc assez intéressant aussi, c'est que le polynôme caractéristique de la matrice A pourrait s'écrire comme le produit, puisque bon, vous vous doutez un petit peu, un petit bug technique. Voilà, donc, puisque bon, vous vous doutez que les CPI vont donner, si je calculais le déterminant de X identité 1, les CPI vont me redonner les polynômes P1, P2, etc. Et bien le polynôme caractéristique de A, ça va être tout simplement le produit des polynômes P1 jusqu'à PS. Ok, c'est la dernière petite remarque que je voulais faire. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si je regardais l'inverse, je vais peut-être... Ouais, je vais effacer là. J'ai pas envie d'effacer l'énoncé que j'ai donné là. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si je regardais la matrice inverse, donc A-1, si je regarde la matrice inverse, eh bien, la matrice inverse, elle va pouvoir s'écrire avec des polynômes qui vont être pas très loin du polynôme, donc c'est-à-dire que bon, je vais avoir CP1 inverse, ça je pense qu'on s'en doute un petit peu, CPS inverse, mais ce que je veux dire surtout, c'est que CP inverse va être à peu de choses près égales, alors je crois qu'il y a peut-être des constantes qui apparaissent, liées aux déterminants, des choses comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans à savoir exactement ce qu'il en est, mais je sais qu'en tout cas il y a un lien avec
la matrice compagnon de ce que je vais appeler reg de P. Et reg de P, bah, c'est en fait... non, pas reg, res, pardon. Ouais, je sais pas si c'est bien de l'appeler res. Bon, bref, je vais l'appeler res. Res de P, alors c'est pas pour résidu, mais c'est pour renverser. Parce qu'en fait, le polynôme que j'obtiens, hein, donc ce que j'appelle res de P, res de P de x, par rapport au polynôme que j'avais écrit tout à l'heure, c'est de dire, je fais x puissance le degré de P, et je multiplie ça au polynôme évalué en 1 sur x. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un polynôme qui s'écrit, disons par exemple xn plus an xn-1 jusqu'à a0, eh bien le polynôme renversé va être a0 xn plus a1 xn-1, et voilà, jusqu'à plus an-1 x plus 1. Donc là, c'est là où je pense qu'en effet, il y a une question de diviser par une constante ou des choses comme ça. Mais voilà, en fait, le polynôme auquel on peut lier l'inverse. Et cette idée de passer par l'inverse, etc., bah, en fait, si on veut qu'il y ait une similitude entre les deux, et ben on verrait qu'il faut qu'il y ait les matrices compagnons qui correspondent. Et si on veut que les matrices compagnons correspondent, il va falloir qu'il y ait une espèce de stabilité par cette opération de renversement des polynômes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la résolution, c'est pas le but. Ce que je voulais vous montrer, c'est essentiellement la décomposition de Frobenius et vous montrer rapidement en quoi elle est utile dans la résolution de ce problème, donc afin de démontrer le théorème, ce théorème-là de Djokovic. Donc voilà. Bon. Et il y a plein mal d'autres petites questions qu'on pourrait se poser, peut-être un plus ou moins bébête, à savoir est-ce que A est semblable à 2 fois elle-même, est-ce que... Il y a pas mal de petites questions qu'on pourrait se poser comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ces choses-là, mais voilà. Donc je pense qu'on aura l'occasion peut-être de revoir quelques matrices compagnons dans les prochains petits exos de colle, etc. Bon, prochain, quand je dis prochain, c'est après avoir attaqué quelques exercices proches des concours, comme je l'avais déjà annoncé. Mais voilà, il y a de la substance pour proposer encore d'autres exercices de colle, hein, comme vous pouvez le voir. Et bon, bah, j'espère que ça vous intéresse tout autant que moi. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, j'ai terminé avec cet exo de colle. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui seraient intéressés par la résolution de cet exercice ou même par la résolution d'autres exercices de la chaîne. Et puis sur ce, je vous retrouve donc la semaine prochaine, alors la semaine prochaine en fin de semaine, puisque comme je l'avais déjà énoncé hier, je ne pourrai pas malheureusement proposer d'exocall ou de petit exocall, je ne sais pas encore lequel des deux formats je vais garder pour la semaine prochaine. Je ne pourrai pas proposer d'exocall ou de petit exocall pour... enfin il y en a un des deux qui va sauter. Et d'ici samedi il y aura quand même une vidéo. Et puis après par la suite il y aura pas mal de choses qui sont prévues, donc je ne sais pas comment ça va s'organiser tout ça. Mais vous serez au courant d'ici la semaine prochaine. Bref, sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous.